Merci beaucoup de me donner la parole. Encore une fois, je remercie l'APAX de m'avoir invité. Je remercie les laboratoires Novartis de nous permettre de parler d'un problème spécifiquement tunisien. Je vois que des gens qui partent, c'est dommage, parce que ça, c'est un problème de pratique courante chez nous, qu'on devrait débattre et sur lequel on devrait avoir beaucoup d'attention. Je voudrais aussi publiquement remercier devant vous Zohair Suisse qui s'est occupé de moi convenablement. Et puis, quand je fais toujours un travail, je lui envoie pour qu'il puisse lire et me corriger. S'il n'est pas bon, c'est de sa faute, c'est qu'il a mal corrigé. Donc, ça ne sera pas de ma faute. Donc, je vais parler de l'efficacité démontrée dans l'asthme sévère non contrôlé. Moi, vous savez, je fais beaucoup de sémantique. Alors, le terme de non contrôlé est un terme très important sémantiquement. Pourquoi il est très important? Parce que ce n'est pas un asthme pas contrôlé. Il y a une différence entre un asthme non contrôlé et un asthme pas contrôlé. Et dans le cas particulier des asthmes sévères non contrôlés, vous savez, c'est le cas où ça ne dépend pas de nous. Parce que ces asthmatiques ont un génie évolutif tout à fait différent. Je vais juste vous raconter une toute petite histoire. Quand je suis arrivé à l'Ariana, il y avait un seul service qui faisait des études, c'est le service du pavillon 4 où je travaille, c'est là aussi. Tout le reste, c'était un hôpital d'enfants au départ. Et le service était partagé en deux grandes salles. On avait une salle de 30 patients qui étaient tuberculeux et une salle de 30 patients où il y avait 5 malades de choses différentes et il y avait 25 asthmatiques qui étaient perfusés. Ces asthmatiques-là étaient des asthmes sévères non contrôlés. Les autres asthmatiques, on ne les voit pas. Donc, quand on parle d'asthme non contrôlé, ce n'est pas un asthme pas contrôlé. Parce que l'asthme pas contrôlé, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a une cause qui n'a pas été assurée. Soit qu'il n'a pas pris son traitement, soit qu'il prend mal son traitement, soit qu'on n'a pas tenu compte des comorbidités, soit qu'il est exposé professionnellement ou sur le plan de l'environnement à quelque chose. Donc, je vous demande de faire très attention. Ce sont des malades qu'il faut détecter, parce que ce sont des malades qui vont faire le tour de tout le monde, mais qu'il faut détecter convenablement. Et ce sont des malades qui ont un génie évolutif. Vous allez donner le traitement qu'il faut donner optimal, ils ne s'arrangeront pas. Donc, grâce justement au développement de la biothérapie actuellement, ces malades peuvent bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Et d'ailleurs, j'ai deux exemples personnels actuellement et un troisième, et surtout l'exemple d'un chauffeur de taxi dont la vie a été totalement transformée depuis qu'il prend le produit. Ça ne veut pas dire que le produit va être efficace sur tous les patients, mais il a une efficacité certaine. Donc le débat d'aujourd'hui, c'est que vis-à-vis de ces patients, et je vous le recommande, c'est une mentalité différente d'approche des autres asthmatiques. Ce n'est pas du tout la même façon. Ce sont des asthmatiques dont il faut approcher de façon très très différente. Et ce n'est pas la corticothérapie qui va les arranger. Moi, je fais toujours une analogie avec les fibroses. Dans les UIP, vous pouvez donner toute la corticothérapie du monde, ça ne marchera pas. Et là, dans les asthmes sévères contrôlés, vous pouvez donner toute la corticothérapie du monde, et bien vous allez les aggraver. Alors, puisqu'on parle de ces produits-là, de l'omalizumab, comme on a parlé tout à l'heure, et c'est une bonne transition avec l'immunothérapie, c'est une médecine de précision. On n'est plus dans la médecine standardisée conventionnelle. On est dans une médecine de précision, et vous voyez un peu, pour ceux qui ont assisté à l'ouverture que j'ai faite, j'avais dit qu'il y a eu 35 ans de mise en place de l'arsenal et 15 ans de mise en place de la stratégie conventionnelle. Parallèlement à cela, vous voyez les 15 ans de progrès en biothérapie. Et le produit dont nous parlons, c'est un produit qui est né sur le plan du marché en 2003. Et vous voyez l'évolution des produits et actuellement, on chemine vers la possibilité de traiter non seulement les TH2 allergiques, mais actuellement, on chemine vers la possibilité, puisqu'avec le dernier, le TZP-Lumab, on chemine vers la prise en charge des non-TH2, chose pour laquelle on n'avait absolument pas de possibilité d'abord. Alors, je reviens à la définition, je retourne toujours sur les deux qualificatifs, hétérogène et variable. Le caractère hétérogène fait que nous allons avoir pas un asthme, mais plusieurs asthmes. Et un peu l'étiologie de l'asthme. Forcément, quand on voit toute cette étiologie intrinsèque, extrinsèque, forcément, on ne peut pas avoir un asthme, on va avoir plusieurs asthmes. Et parmi ces asthmes-là, il y a certainement des asthmes qui vont rentrer dans les asthmes sévères non contrôlés. Vous voyez tous ces acteurs, l'épithélium, le muscle,
la cellule éosinophile, la cellule neutrophile. Vous savez que l'asthme est passé par toutes les étapes de considération en physiopathologie. Quand je suis arrivé au départ, on disait que c'était la maladie du muscle. Puis c'est devenu la maladie du macrophage. Puis c'est devenu la maladie de l'éosinophile. Puis c'est devenu la maladie du neutrophile. Et puis, il y a quelques années, je ne sais pas si Karim Rtiq, vous vous rappelez, il nous avait fait un cours à Sfax sur l'asthme, maladie de l'épithélium. Et vous savez qu'à un moment donné, on a traité l'asthme avec du furosémide, c'est-à-dire du Lazélix, parce qu'on pensait que c'était une maladie du vaisseau. Et puis on a eu des effets délétères, d'ailleurs, on l'a totalement abandonné. Donc, ce polymorphisme, si vous voulez, thérapeutique, c'est que derrière, il y a un polymorphisme clinique et physiophathologique qui s'est installé. Donc, au niveau de l'asthme, vous voyez cette image que j'aime bien, c'est un terme anglais qui veut dire « il n'y a jamais une taille qui peut satisfaire tout le monde ». Dans le cas particulier de ces asthmes-là, vous avez dit, donc, on passe du prêt-à-porter au sur-mesure. Et comme on passe du prêt-à-porter au sur-mesure, il y a 10% des patients qui restent non contrôlés à cause d'un traitement inapproprié. Ce n'est pas nous qui faisons que le traitement soit inapproprié, c'est le génie évolutif des malades qui fait que le traitement est inapproprié. Et vous voyez, le phénotype. Quand on parle de phénotype, c'est qu'on met en cause l'environnement. Quand on parle de l'endotype, on met en cause des mécanismes physiopathologiques. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée ou médecine de... Derrière ça, il y a des conséquences thérapeutiques et de la prévention. Et regardez un peu ce que nous propose le GINA, mais vous allez voir, je vais faire une autre lecture du GINA. Je vais faire la lecture des devoirs à dose ajustée et à dose régulière, mais je vais faire une autre lecture du GINA. Le GINA nous offre en fait, caché derrière, une stratégie hybride. Regardez le tableau, je vais modifier le tableau, et regardez, si on prend de 1 à 4, qu'est-ce qu'on a? On a 90% des patients qui vont répondre au traitement standardisé sans aucun problème. Là, vous pouvez donner le traitement corticoïde inhalé plus là-bas, et vous aurez un résultat conséquent. Si nous allons prendre l'autre côté, c'est-à-dire les 10% restants de step 5, vous avez 10% qui répondent à une médecine personnalisée. Et parmi ces 10%, vous avez 4% qui vont répondre à une médecine de précision. C'est pour ça que vous voyez, et je vais vous le montrer tout à l'heure, écrit en petit, faire le phénotypage. Regardez cette médecine personnalisée. Regardez un peu les étapes. La première étape, c'est de détecter, faire la détection des patients en risque. La deuxième étape, c'est de faire un accurate diagnostic. Accurate diagnostic, ça veut dire un diagnostic précis. Il ne s'agit pas de faire un diagnostic à moitié précis. Là, il faut qu'il soit avec une précision d'horloger pour que vous puissiez par la suite mettre un traitement de précision pour pouvoir améliorer les résultats du traitement. Et on va faire la comparaison entre la médecine que nous pratiquons et la médecine de précision. Regardez ces 7 personnes devant vous. Si on utilise un seul comprimé, une médecine standardisée, on va voir 3 qui vont répondre au traitement, 3 qui ne vont pas répondre au traitement et 1 qui va faire de l'effet secondaire. Si on prend les mêmes personnes et qu'on fait de la médecine de précision personnalisée, vous allez avoir, en donnant le comprimé 1, 3 qui vont bien répondre, en donnant le comprimé 2, 3 qui vont bien répondre, en donnant le comprimé 3, le septième qui va bien répondre. Dans le cas particulier de l'omalizumab, le grand travail qu'il faut faire, que nous devons faire, c'est celui justement de détecter avec précision ces personnes qui nécessitent ce traitement. Si on fait à côté, un peu à droite, un peu à gauche, qu'on n'est pas centré, c'est l'échec thérapeutique. Et c'est un échec malheureux, parce que quand le patient, vous l'appelez, lui qui souffre, en lui disant, monsieur, vous avez un traitement qui coûte cher, qui va vous arranger, et que vous faites une fausse évaluation, une fausse précision de diagnostic, imaginez-vous le ressenti de l'échec chez le patient, et quelquefois les patients sombrent dans la dépression. C'est pour ça que votre gymnastique d'esprit devant ce médicament-là, et devant toutes les biothérapies d'ailleurs, doit absolument changer. Alors, pour reconnaître la complexité de la pathologie, pourquoi reconnaître la complexité de la pathologie asthmatique? Pourquoi je me suis mis, moi, à philosopher sur cela? Tout simplement, pour éviter la prise en charge sous-optimale, parce que si on traite mal, on aura des mauvais résultats. Pour adapter la stratégie thérapeutique en médecine personnalisée et pour permettre aussi le développement des thérapies ciblées. Et regardez ce que je vais écrire ici. Le gros débat, c'est la RCP. Eh bien, la RCP, c'est le gold standard. Il n'y a pas de RCP, vous n'aurez jamais de diagnostic précis.
Vous savez, quand vous êtes dans un avion et que les hôtesses ferment la porte, qu'est-ce qu'il dit, le commandant de bord? Vérifiez votre vis-à-vis. La vérification de notre vis-à-vis, comment elle va se faire? On ne peut en aucun cas nous-mêmes être notre propre contrôleur. On est obligé de passer par un système de contrôle. Si on ne passe pas par un système de contrôle, on augmente notre marge d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on va se tromper tout le temps, mais on risque de se tromper et dans le cas particulier, cette erreur va coûter très cher. Alors, c'est pour ça que le GINA, justement, a établi ce fameux guide en 2019 de l'asthme difficile et de l'asthme dit sévère. Regardez un peu cette plaque. Un asthme sévère est toujours un asthme difficile. Mais un asthme difficile n'est pas forcément un asthme sévère. Parce que vous avez quelqu'un qui refuse de prendre son traitement, qui continue à fumer, c'est un asthme difficile, mais ce n'est pas un asthme sévère. Et là, vous avez la définition de l'asthme sévère. Je vais vous la montrer en vécu. Regardez un peu tous les éléments de la définition de l'asthme sévère. Les symptômes fréquents, le sommeil perturbé, l'exacerbation sévère, l'activité réduite, l'absentéisme, l'hospitalisation, la santé émotionnelle, le coût élevé, les isolements sociaux, la vie familiale affectée. Tous ces éléments font que le malade va vivre une vie très très perturbée avec une mauvaise qualité de vie. Les définitions que proposent les GINA. Pour l'asthme pas contrôlé, eh bien vous avez les symptômes qui sont constants, avec surtout des exacerbations, soit légères, fréquentes, soit une grosse qui amène à l'hospitalisation. Pour l'asthme difficile à traiter, qu'est-ce que c'est qu'un asthme difficile? C'est-à-dire que vous allez mettre un traitement optimal, il va venir vous voir, vous allez lui donner en plus de la corticothérapie, vous allez ajouter un lama, mais il ne s'arrange pas, parce que vous ne s'est pas occupé de ces facteurs contributifs. Ou bien parce qu'on est légèrement passé à côté du diagnostic. On n'a pas soigné une rhinocynusite, on n'a pas réglé le problème du RGO, on n'a pas réglé le problème de son cesse, forcément, il ne sera pas équilibré. C'est pour ça que, quand on dit asthme sévère non contrôlé, c'est-à-dire que l'asthme a été non contrôlé malgré l'observance, le traitement optimisé, le traitement des facteurs contributifs, qui s'aggrave si vous diminuez un tout petit peu le traitement. L'ATS a proposé une définition. Moi, je n'ai pas trouvé qu'elle était bonne, parce qu'elle ne propose pas la définition de l'asthme sévère non contrôlé, elle propose la définition de l'asthme sévère. Alors, excusez-moi, le mot est haïssable, mais je me suis dit, à travers toutes ces définitions que j'ai pu lire, j'ai établi une définition que j'ai jugée pratique. C'est la mienne, et vous allez l'écouter. Alors là, pour l'ATS, ils disent qu'il faut que les diagnostics différentiels soient éliminés, que la fonction respiratoire, que l'observance soit contrôlée. Mais voilà, à mon avis, la bonne définition, mon avis de praticien. Parce que ceux qui font les définitions, généralement, ce n'est pas ceux qui pratiquent les maladies. Alors il faut que l'asthme que vous suivez soit correctement diagnostiqué et évalué. Il n'est pas question que cette asthmatique-là n'ait pas eu au moins une spirométrie. Donc correctement diagnostiqué, je dis bien correctement, en éliminant le diagnostic, tous les diagnostics différentiels. Il faut qu'il soit pris en charge par un spécialiste. S'il n'est pas pris en charge par un spécialiste, il n'est pas considéré comme un asthme sévère. Il doit être traité de façon optimale, aussi bien au niveau de son asthme que des facteurs contributifs, c'est-à-dire des comorbidités et tout le reste. L'observance, la bonne utilisation des dispositifs et l'hygiène de vie des patients doivent être assurées. S'ils ne sont pas assurés, ça peut fausser complètement le mauvais contrôle. Il doit être suivi par le même médecin, j'insiste bien, par le même médecin, spécialiste durant 6 mois, 1 année. Et on doit le voir au moins 3 fois pour pouvoir juger. Si au bout de tout ça, vous n'avez pas de contrôle, c'est que vous êtes dans un asthme sévère non contrôlé. Si cette marge suivre n'est pas suivie, eh bien vous êtes dans un asthme pas contrôlé et non pas dans un asthme non contrôlé. C'est clair? Regardez un peu cela. Ça, c'est une étude qui a été faite, une classification selon la sévérité en fonction des performances universitaires. Vous voyez que les gens, les primary care, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les dispensaires de première ligne, vous voyez qu'ils ont une performance à peu près de 50% et les assistants une préférence de 50%. Bon, c'est un travail qui a été fait aux États-Unis. Alors pourquoi les spécialistes ont cette performance de 70%? Tout simplement parce que les asthmatiques, ces cas-là d'asthme, doivent être suivis par la même personne. Et c'est le fait qu'ils suivent eux-mêmes le patient qui a amélioré leur diagnostic d'asthme sévère. Si par exemple dans les hôpitaux, et ce que je répète
ce que j'ai répété la dernière fois, si au niveau des hôpitaux, ces asthmes-là ne sont pas suivis par la même personne, eh ben on aura des mauvais résultats. Il faut absolument que ce soit les mêmes personnes. C'est pour ça que ces asthmes-là se trouvent la plupart du temps plutôt dans les cabinets de médecine libérale qu'au niveau des hôpitaux. Et vous voyez que les marges de diagnostic sont de 30% de faux diagnostics, déjà dans les milieux universitaires. Donc je vous recommande de faire très attention sur le plan de la précision diagnostique. Alors quelle est sa fréquence? La fréquence, il y a deux travaux qui ont été faits. Il y a ce travail qui est publié par le GINA, fait par les Hollandais. Vous allez voir que le STEP 4 et 5 représentent 24%. Le STEP, dans les 24%, il y a 17% d'asthme dit difficile à traiter et uniquement 3,7% qui sont des asthmes sévères non contrôlés. Donc vous voyez un peu comment se fait la détection, comment se fait le tri. Parmi les asthmes difficiles, et je le dis tout à l'heure que tous les asthmes difficiles ne sont pas des asthmes sévères, vous avez 3,7% qui sont des asthmes sévères. Il y a un autre travail qui a été publié en 2020, c'est un travail français, qui montre que l'estimation de l'asthme sévère dans la population générale est de 0,4%, ce qui est énorme. Et que la population d'asthmatiques sévères parmi les asthmatiques, elle est de 6%. Donc en France, déjà, on est à des chiffres élevés. Alors j'ai fait le calcul pour la Tunisie. En Tunisie, en supposant qu'on ait 4% d'asthmatiques, réellement asthmatiques, on aurait 480 000 asthmatiques, 24 000 difficiles à traiter, 8 000 éligibles pour la biothérapie et 4 000 éligibles pour l'omalizumab parce que nous avons beaucoup d'asthme allergique. Parce que l'erreur qui a été faite, comme l'omalizumab est arrivé tout seul en 2003, beaucoup de patients ont été traités uniquement par l'omalizumab. En fait, il y a beaucoup de patients parmi les 8000 qui vont répondre aux autres biothérapies et si on les traite par l'omalizumab, on va augmenter le nombre d'échecs. Donc en fait, omalizumab, il y a à peine 4000 éligibles et je crois que maintenant on n'est même pas à 20 patients qui sont sous traitement par le Xolair. Alors quelle est la marche à suivre proposée par le GINA? Confirmer le diagnostic, ils ont repris exactement ce que nous avons dit. Confirmer le diagnostic, essentiellement le diagnostic différentiel. Regardez bien le diagnostic différentiel, c'est une étape excessivement importante. Je ne veux pas dire qu'on va le faire pour tous les asthmatiques de la même façon, mais pour ces asthmatiques-là, il faut passer du temps pour le faire. Et puis, il faut optimiser le traitement et il faut revoir le patient 3 à 6 mois après. Moi, ces patients-là, pendant les 3 premiers mois, je les vois absolument tous les mois parce qu'il faut les réguler. J'optimise le traitement au maximum et je vois la réponse. Une fois qu'on a fait la réponse, on va évaluer la sévérité de l'asthmatique. En évaluant la sévérité de l'asthmatique, il faut garder toujours le même traitement optimisé. Et vous voyez un peu que là, quand on parle de sévérité, je vous demande de faire très attention, ce n'est pas l'obstruction, parce que les obstructifs asthmiques graves, ils sont chez les réanimateurs. Mais la sévérité, c'est le phénomène inflammatoire, c'est l'inflammation. Donc c'est le côté inflammation qu'il faut justement évaluer. Et pour évaluer le côté inflammation, il faut déjà éliminer sur le plan symptomatique tout ce qui est comorbidité que vous connaissez mieux que moi. Vous voyez un peu ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « refer for the phenotype ». Regardez, je ne sais pas si ça passe pas toujours, mais ici, au niveau 4, « refer to the phenotype » pour l'évaluation des anti-IgG et des anti-IL5 et IL4. Ça, c'est écrit en tout petit, hein. Regardez comme c'est écrit. Donc, il faut absolument repérer ces malades et puis aller vers le phénotype pour pouvoir savoir quel type de biothérapie il faut donner. Alors, actuellement, il y a une théorie qui s'appelle l'inflammométrie. Alors, l'inflammométrie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de déterminer, en fait, le niveau d'inflammation de ces personnes. Pour le cas qui nous intéresse en Tunisie, parce que nous avons que le Xolair, donc il faut s'intéresser aux asthmes allergiques, il faut faire les tests cutanés, il faut faire le dosage du RAS et surtout la concentration sérique des IgE pour pouvoir justement définir l'option de traiter ce type de patient. Donc vous voyez que le phénotypage n'est quand même pas trop difficile à faire. Alors, vous voyez les types de phénotypes qu'il y a dans l'asthme et celui qui nous intéresse le plus ici, c'est essentiellement ce phénotype-là, c'est-à-dire le type 2 Hive qui est ici,
qui correspond à l'atopie et l'allergie, qui est l'asthme qui débute précocement dans la vie. Voilà en gros les phénotypes de l'asthme, et voilà les 3 phénotypes qui sont les plus fréquents sur le plan inflammatoire. Vous avez, je vais passer là, vous avez l'éosinophilie qui répond à la corticothérapie, mais qui quelquefois a une sévérité, on est obligé de passer à la biothérapie dans certains cas limités. Vous avez le neutrophilique qui ne répond pas du tout à la corticothérapie, et vous avez les postgranuleux qui ne répondent à rien du tout, et pour lesquels il y a actuellement des solutions de biothérapie. Et puis enfin, quand on a fait tout ça, qu'on a fait phénotyper, qu'on est dans le bon sens, et qu'on a déterminé le phénotype allergique et atopique, et qui est à début précoce, à ce moment-là, on peut mettre la biothérapie, et on choisit notre biothérapie. Regardez bien, on est en 6B, parce qu'il y a 8 étapes. Là, vous voyez la biothérapie. Vous voyez la biothérapie, elle a démarré en 2003 avec le molizumab. Et regardez tous les bancs qui ont été faits pour déterminer actuellement tous les nouveaux types de biothérapie dans ces 15 ans. Je vous ai montré tout à l'heure la courbe. Ce qui fait qu'actuellement, on a un excellent choix pour pouvoir traiter nos malades. Mais en Tunisie, on n'a qu'un seul choix, c'est celui de l'omolizumab. Alors, pour le cas particulier, c'est un traitement à la carte. Et vous voyez ici que pour le cas particulier, ce sont les atopiques qui nous intéressent parce que nous avons une seule biothérapie. Et là, je vous montre encore la cible. Vous voyez que les IgE sont ciblés par l'omolizumab. Et vous voyez un peu toutes ces nouvelles biothérapies pour justement prendre en charge les non-TH2. Alors, regardez encore l'étape. On est dans l'étape 7. Revoir la réponse, revoir les réponses et continuer la prise en charge pour optimiser le traitement. Donc, il y a 8 étapes à respecter. Si on lâche une étape, on va directement vers l'échec. Ce n'est pas parce qu'on a décidé, qu'on a trouvé le phénotype, qu'on a mis l'omalizumab, qu'on va se dire c'est terminé, c'est fini. Non, il faut de nouveau réévaluer. Et si la réévaluation est bonne, on continue. Si la réévaluation nous montre qu'il y a des défaillances, il faut optimiser le traitement. Alors, je vais maintenant résumer tout ça. Regardez un peu les étapes, comment commencer. Regardez le patient prendre le traitement, discuter l'observance avec lui. Il faut toujours discuter l'observance et discuter les barrières de l'observance. Pourquoi il ne veut pas prendre son traitement? Et puis, confirmer le diagnostic d'asthme en éliminant les diagnostics différentiels. Et puis, chercher et traiter les facteurs aggravants. Si on ne fait pas ça aussi, c'est qu'on va rater totalement le coche. Et puis, discuter l'augmentation par palier thérapeutique, parce que certains patients ne sont pas tout à fait d'accord pour le faire. Et puis, enfin, adresser le patient à un centre spécialisé. Et actuellement, en France, il y a des centres spécialisés qui prennent en charge ce genre de patients. Ce n'est même pas les médecins spécialistes, parce qu'ils exigent, eux, que ce soit adressé à un centre spécialisé. Ce n'est pas le cas chez nous. Le nouvel arrivant, le voici, l'omalizumab, en fait, c'est un anticorps monoclonal humanisé. Ce que je voulais vous dire très rapidement, c'est qu'on a mis quand même, depuis 1975, il est sorti en 2005, il a mis 30 ans pour être fabriqué. Donc 30 ans, ils ont quand même eu le temps de bien vérifier l'efficacité du produit. Ce que je veux vous dire encore, c'est un traitement additionnel. La seule erreur à ne pas faire, et je répète, la seule erreur à ne pas faire, c'est de ne pas arrêter la corticothérapie quand vous donnez le traitement. Il faut continuer à garder le même traitement. C'est au bout de 6 mois qu'on va commencer à dégraisser. Parce que si on arrête le traitement, c'est l'échec total. J'insiste bien, c'est un traitement additionnel. C'est valable pour l'adulte et c'est valable pour l'enfant. Traitement additionnel, c'est un terme que vous devez avoir en tête. Parce que j'ai vu des cas où on a arrêté le traitement et c'était un échec tout de suite après. Voilà, son rôle, c'est un peu de bloquer surtout les IgE circulants, mais il ne fait pas que ça. Il peut bloquer les IgE sur les mastocytes, il peut bloquer l'afflux des éosinophiles, il peut aussi bloquer la cascade immunitaire qui est autre que les IgE. Et vous voyez un peu qu'il diminue de façon très nette les exacerbations, je ne vais pas citer tous ces chiffres-là, mais surtout, et par là même, s'il diminue les exacerbations, on va diminuer aussi les hospitalisations, les visites aux unités de soins. Il diminue le nombre des eosinophiles dans le sang, et puis il diminue aussi la fraction de NO exhalé. Et puis regardez ici j'ai mis cette plaque pour la remise en cause. Regardez cette plaque. S'il est non allergique, non éosinophilique, on va sur une autre voie. S'il est allergique et éosinophilique, on va à l'omalizumab. S'il est éosinophilique, on va aux anti-L4, anti-L5. Regardez ce qu'ils font. Réévaluer la réponse 4 à 6 mois.
Si la réponse est bonne, bon, c'est tant mieux, oui, on continue. Si la réponse est non, c'est qu'on s'est trompé, on retourne sur l'autre voie. Si on ne réévalue pas, si on ne fait pas, si on ne réévalue pas, si on ne passe pas par une réunion de concertation, eh ben on sera incapable nous-mêmes de trouver seul la solution. C'est pour ça que je vous dis la nouvelle philosophie, que pour ce produit-là uniquement, même les antifibrosants, c'est exactement les mêmes pour les médicaments de précision. Il faut qu'on passe par une concertation. Si on ne passe par une concertation, on n'arrivera jamais à avoir un résultat probant. Facteurs prédictifs de la sévérité, mais il y en a deux, moi je pense, qui sont intéressants. Si vous voulez mettre le malade sous traitement, s'il a une fraction exhalée qui est élevée ou beaucoup d'éosinophiles, la réponse sera bonne. Après, pour voir si le malade a bien répondu au traitement, si la fraction exhalée de NO diminue et que l'éosinophile dans l'expectoration diminue, c'est qu'on est dans le très bon résultat. Alors, l'omalizumab, quel répondeur? Dans la vraie vie, lorsque la sélection est correctement faite, vous avez 70 à 80% de bons répondeurs, et vous voyez un peu que la bonne réponse est toujours associée à l'éosinophilie et à la fraction exhalée d'NO. C'est pour ça que lorsque nous demandons, Madame Rayedi va le dire tout à l'heure, pour les RCP, on est obligé d'avoir une numération de formule. Parce que si vous avez une éosinophilie élevée, c'est une chance pour le malade d'avoir une bonne réponse au traitement. Alors, qu'est-ce qu'il représente en fait? Vous vous rappelez le schéma? Il représente 10% ces asthmes difficiles. Et l'asthme sévère non contrôlé ne représente en fait que 3,4%. Mais regardez un peu, 10% d'asthmatiques consomment 80% du budget de l'asthme. Si nous faisons un effort pour les placer sur une autre thérapie, eh ben on va diminuer le coût de l'asthme. Et là, vous voyez que le coût de l'asthme sévère, c'est 6 fois le coût de l'asthme modéré lorsqu'il n'est pas bien pris en charge. Alors, je vais vous montrer une chose. En France, pour la prescription du produit, contrairement à ce que vous comprenez, ce n'est pas le médecin qui va prendre son ordonnance pour écrire. Il y a une ordonnance d'exception qui passe par la Caisse nationale d'assurance maladie pour justement valider la prescription. Et actuellement, ils appellent ça une RCA, une réunion de concertation d'asthme sévère, qui permet justement de valider la prescription du médecin pour que justement, non pas un problème d'abus, un problème de chance qu'on peut donner au malade pour avoir un résultat bénéfique. Et pour vous dire que c'est un problème qui fait encore couler beaucoup d'encre, et c'est un problème qui n'a pas encore été résolu, c'est celui des asthmes dits sévères non contrôlés. Il va se passer, donc il y a une 10e édition, je dis bien 10e édition, et je vous recommande d'y assister, qui va se passer le 22-23 septembre 2022 à Dijon, qui va réunir tous les experts de France et de Navarre pour reposer toutes les questions que pose actuellement le problème de l'asthme sévère dans son entité, le problème de l'asthme sévère dans sa thérapeutique, parce que les problèmes ne sont pas réglés, parce que quand on a le choix, on complique un peu les choses, parce que le fait d'avoir le choix, on a encore les problèmes du choix, comment on switch, comment on associe, comment on fait ceci, comment on fait cela. Donc, je vous recommande, si vous voulez, vous, de donner une chance à nos malades. Une chance à nos malades, d'oublier un peu le débat de RCP, de ceci, cela, de GEP. Non. Une chance à nos patients de pouvoir profiter d'un traitement que nous avons mis, je dis bien mis, parce que moi je me suis mis à le faire, 11 ans pour le faire rentrer. Ça fait 11 ans qu'on se débat avec la Caisse nationale de sécurité sociale pour faire rentrer ce produit. Une fois, profitez vos malades et je vous remercie.